Bonsoir à tous. L'hôpital d'Arlon souffre d'un manque d'effectifs chronique. Le phénomène n'est pas nouveau et concerne la grande majorité des hôpitaux du pays. La région ne manque pourtant pas de personnel qualifié, mais les blouses blanches belges préfèrent manifestement le travail au Grand-Duché de Luxembourg. Explication avec Hakim Abdelkalek. Il manque 18 infirmières à l'hôpital d'Arlon pour qu'il puisse fonctionner normalement. En juillet, 8 infirmières sont parties d'un seul coup et les défections continuent en ce mois d'août. Leur destination, le Grand-Duché du Luxembourg, où elles peuvent doubler leur salaire. En Belgique, une infirmière débutante touche 1150 € net. La politique de recrutement luxembourgeoise est impossible à contrer. Pour eux, ils n'ont pas besoin de chercher. Il faut bien dire que les personnes qui sortent des écoles postulent d'abord dans l'ensemble des hôpitaux et même des autres maisons, à savoir les maisons de repos de soins ou même le domicile luxembourgeois, et que le Luxembourg, en règle générale, ne répond pas à ces candidatures-là, mais attend, conserve les lettres de postulants et les réapproche 2 ou 3 ans plus tard. 2-3 ans, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour former une infirmière. Les hôpitaux luxembourgeois sont donc gagnants sur toute la ligne, une situation difficile pour le personnel de l'hôpital. Ça nous pose des problèmes dans le sens que quand elles sont nouvelles, on les prend en charge chacune notre tour pour bien les former. Et quand elles sont formées, elles s'en vont au Grand-Duché. Donc nous, on est déjà en manque de personnel. Et le fait de les former, on perd du temps. Et puis hop, dès qu'elles sont formées, il faut recommencer avec une autre puisqu'elle s'en va. Donc nous, on veut bien tout faire, mais il arrive un moment donné où on a saturation. Le directeur a bien tenté de conserver ses infirmières en leur octroyant une prime, mais il a failli tomber en faillite. À défaut de pouvoir les conserver, il est bien obligé de recruter. L'hôpital se tournait habituellement vers la France, mais là, c'est un autre problème qui surgit. L'octroi des 35 heures a créé des trous importants chez nos amis français et que pendant quelque temps, nous n'avons pas recruté d'infirmières françaises. Pour le moment, ça va mieux. Nous recrutons de nouveau des infirmières françaises. Le directeur espère également pouvoir compter sur les futurs diplômés belges actuellement en seconde session. Mais cette solution n'aura qu'un temps. Dans 2-3 ans, certaines iront à leur tour profiter des salaires luxembourgeois. Le problème reste donc entier. Un évadé sur un toit de Flémal, la STIB, qui va de mieux en mieux. Et enfin, les miracles existent. Une ASBL en a fait sa spécialité. Voici le tour des régions de Xavier Guillit. Les habitants de la Grand Place de Flémal ont eu peur hier soir. Un individu armé s'est retranché sur le toit d'un immeuble pendant plusieurs heures, et ce sous les yeux de l'unité spéciale de la police fédérale. Il était en fait évadé de la prison de Forêt depuis le 13 mai dernier, où il était déjà sous le coup d'un mandat d'arrêt décerné par un juge d'instruction bruxellois pour des faits de prise d'otage et vol avec violence. Et il s'agissait déjà de sa 2e évasion du même établissement pénitentiaire. Depuis quelques jours, l'individu occupait le dernier étage de l'immeuble. Repéré par la police, il a grimpé sur le toit de la maison pour échapper à ses poursuivants. Mais heureusement, vers 23 h, il finissait par se rendre sans violence. Nous sommes en pleine période de vacances et pourtant bus, tram et métro bruxellois ne désemplissent pas. À tel point que la STIB va arrêter plus tôt que prévu ses horaires d'été pour reprendre la cadence normale, plus soutenue. Les horaires d'hiver reprendront donc à partir du 31 août au lieu du 5 septembre, une première dans l'histoire de la STIB. C'est tout à fait une première d'anticiper quelque chose qui avait été planifié à ce point-là. Bien entendu, ça nécessite la mobilisation de tout le monde, essentiellement conducteurs et chauffeurs. En tout, plus de 320 chauffeurs et conducteurs ont accepté sur base volontaire d'adapter leurs horaires. À noter enfin qu'en 5 ans, la clientèle de la STIB a augmenté de 38%, un phénomène assez unique en Europe. Leur maison est en ruine, ravagée par les flammes. Depuis 3 ans, Grégory et sa maman, tous deux malvoyants, vivent dans une caravane installée dans leur cour. Comment faites-vous pour tenir le coup ? Parfois, je me le demande, c'est grâce à mes animaux et à certains amis. Aujourd'hui, l'ASBL, la Cour des Miracles, a décidé de leur venir en aide. Ils ont vraiment été écœurés par tout ce qui se passe autour d'eux. Et là, ils commencent vraiment à réaliser qu'effectivement, il y a des gens qui peuvent aider sans recevoir. C'est difficile à y croire. À la limite, on n'y croyait plus, quoi. Des bénévoles de l'ASBL vont rénover la maison, il y a du boulot et la Cour des Miracles fait appel à votre générosité. Les matériaux de construction sont les bienvenus. Dès la semaine prochaine, une collecte aura lieu dans la ville de Couëm.
Il y a tout juste 60 ans, la ville de Huy, comme plusieurs autres dans la vallée Mosane, subissait un terrible bombardement. Il était l'œuvre des forces alliées qui tentaient ainsi d'isoler la Wehrmacht en coupant au maximum les lignes de communication avec l'Allemagne. Ah oui, c'est un pont de chemin de fer au-dessus de la Meuse qui était visé. Il n'a pas été touché. Par contre, 85 civils ont péri. Julie Morel a retrouvé des témoins. Probablement la journée la plus dramatique de ma vie. Dans son journal de bord, René de Thiers, qui a aujourd'hui 83 ans, raconte son 18 août 44. Il sortait du bassin de natation aménagé dans la Meuse quand les bombes alliées sont tombées. Le bassin n'était pas l'objectif, bien sûr. Les Américains voulaient toucher le pont de chemin de fer à 200 mètres de là, mais leur largage manquait de précision, c'est le moins qu'on puisse dire. On ne sait pas expliquer, certainement que c'est terrible. On est secoué de partout, on ne voit plus personne, de la poussière, les rails du chemin de fer qui étaient soulevés. Alors j'ai l'impression surtout, c'est l'arrivée des bombes. Quand je me suis retourné, penché la tête et que j'ai vu dégringoler les bombes sur moi. Et là, on croit que c'est terminé, qu'on va y passer? Je ne sais pas ce que j'ai écrit. Enfin, il y a eu 18 tués au bassin et 85 en ville. Albert Bastianelli, lui, était parti à Bruxelles ce jour-là. En fin de journée, quand il revient, sa ville est dévastée. Je vois quand j'arrive au-dessus de l'entrée de la ville, vraiment là, une montagne de poussière. C'est incroyable. On ne peut pas s'empêcher de penser à ce moment-là, et si ça avait été moins? Non, justement. Qu'est-ce que vous voulez? On en est sorti, c'est le principal. Ce jour-là a marqué tous les Hutois. Après le débarquement, c'est la libération qu'ils attendaient en 1944, pas ce drame. Quand on lit ou qu'on consulte divers témoignages des rescapés de ce bombardement, on devine une résignation et une colère contre les forces américaines, mais malgré tout, la population comprenait qu'il fallait barrer la route aux Allemands. Il fallait absolument les empêcher de battre en retraite vers l'Allemagne ou de se diriger vers la France, pays dans lequel les forces alliées organisaient le débarquement. Donc il y a eu beaucoup de colère, beaucoup de tristesse. 80 morts, c'était énorme pour une population à l'époque de 12 000 habitants. Le bilan de ce 16 août est très lourd, des centaines de maisons détruites, des centaines de sinistrés. Ce bombardement des Alliés a fait plus de morts à Huy que l'occupation allemande en 4 ans. Cela dit, 3 semaines après, la ville était libérée, ce qui a évidemment aidé les Hutois choqués à pardonner. On retourne à Huy, mais pour